Bonjour à tous. Qu'est-ce que vous pensez de mon titre pour ce TVLOPS numéro 7? TVLOPS, c'est pas de la télé, hein. C'est pas de la télé, c'est mieux, tout simplement. Et le Tour de France peut-il se réinventer? C'est le thème de ce numéro, tout simplement parce qu'il y a eu la présentation ce matin au Palais des Congrès à Paris du Tour de France 2016. Pourquoi je pose la question, peut-il se réinventer? Parce que j'ai eu l'impression, je sais pas quel est votre sentiment, j'ai eu l'impression que les organisateurs, c'est pas un scoop, cherchaient à réinventer d'une certaine façon le Tour de France à travers son parcours. Ça va être le thème de ce débat, avec honneur aux dames ou à celle qui nous a rejoint, dame, grande dame, une charmante demoiselle, Claire Bricogne, qui est avec nous. Claire, bonjour. Bonjour. On a également Éric Boyer, qui est un habitué. Là, il y a une forte coloration, l'équipe 21, je dirais, à travers ces deux personnages, même si Claire, maintenant, on peut dire multimédia, puisqu'elle travaille aussi pour les voisins d'Eurosport, et même Radio Vélo. Enfin, on l'entend partout. Elle est omniprésente. Et puis, donc, notre invité, puisque comme il n'a pas de compte Twitter, il apparaît sous l'appellation TVLOPS Invité. On a créé une adresse pour lui. C'est Nicolas Lotte. Nicolas, salut. Tu vas bien? Salut à tous. Très bien. T'es un peu notre invité, parce que nous, on est des vieux briscards. Pardon, Claire, de dire ça, c'est pas très aimable au regard de ta jeunesse, mais on est un peu des vieux briscards du blabla, et toi, tu découvres. Alors, d'abord le parcours. Enfin, d'abord et toujours, ce parcours du Tour de France. Avant de rentrer dans le parcours, vous étiez tous présents à la cérémonie ce matin de présentation de ce parcours. D'abord, sur la forme, qu'est-ce que ça vous inspire? Parce qu'on n'est pas tous de la même génération. Et Eric et moi, on en a vu quand même quelques-unes de ces présentations. Est-ce que vous avez trouvé que le spectacle était de qualité? Claire, qu'en penses-tu? Honneur aux dames, merci, c'est gentil. Oui. Merci Claire. Nicolas. Non, mais moi aussi j'en ai vu quelques-unes et c'est vrai que peut-être que j'ai déjà été plus impressionnée par le spectacle. Après, quand on va voir une présentation du Tour, c'est aussi et avant tout pour le parcours, normalement. Voilà, donc c'est plutôt à propos du parcours, je pense qu'il faut. T'étais plus sur le fond que sur la forme. Mais moi, je voulais quand même un mot de la forme parce que on sait que la forme a beaucoup d'importance. Comment ça se construit pour les gens qui n'ont pas pu assister à la présentation du Tour? Il y a d'abord le discours de Jean-Étienne Amaury. Jean-Étienne Amaury, merci. Gros trou de mémoire. Jean-Étienne Amaury, donc qui accueille un petit peu tout le monde, qui nous dit que le Tour de France c'est quelque chose de très important, etc., etc. Et puis derrière, eh bien, on a la présentation de l'affiche, on va dire du contexte, de l'aspect un petit peu marketing du Tour de France. Cette nouvelle affiche qui fait référence aux réseaux sociaux cette année directement, le Tour plus que centenaire qui essaye de rester en prise avec la réalité. Après, bien comme le Tour part de la Manche, on fait venir l'élu concerné qui va nous parler, le président de la région qui va nous parler justement de la volonté de ce département. J'ai dit de la région, du département qui va nous parler justement de la volonté de ce département de marquer l'événement à travers ce grand départ. Et puis ensuite, enfin, on découvre le Tour de France sous les yeux ébahis, anxieux, inquiets, ravis de tous les coureurs qui ont fait le déplacement. D'ailleurs, est-ce qu'il y avait tout le monde, Nicolas, Eric? Est-ce que vous avez regardé un petit peu dans le public qui était là, qui n'était pas là? J'étais pas sur place personnellement, j'étais à la rédaction au journal. T'étais à la télé, toi. Alors, t'étais à la télé, mais tu voyais les images. Oui. Et Nicolas, est-ce que tu as vu des grands absents? Moi, j'en ai noté. Hein. Dans les coureurs? Ouais. Contador? Ouais. Nibali? Quintana. Nibali? Il manque du monde. Est-ce qu'on est en perte de vitesse là? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi n'était-il pas là déjà les vacances? Claire, ça t'a pas étonné ça de voir finalement autant de gens absents cette année? Non, il manquait aussi Sagan entre autres, mais du coup c'est peut-être ça qui fait que le spectacle était moins grandiloquent que certaines années. Peut-être que ouais. Mais après c'est vrai que c'est un peu une colle que tu poses. J'ai pas d'explication. Ouais. Valverde, nous dit Marine, n'était pas là. J'en profite pour dire d'ailleurs évidemment que l'objet de TVLOPS, c'est l'interaction et qu'on attend évidemment vos réactions, vos questions, vos remarques. N'hésitez pas. Si vous y étiez, si vous n'y étiez pas, si vous l'avez vu à la télé,
Si vous étiez en train de faire toute autre chose, vous pouvez intervenir. On essaiera de répondre au plus grand nombre. Eric, vu de l'extérieur, est-ce que ça avait l'air aussi Ouais. pétillant que les années précédentes ou est-ce que Non, j'ai pas eu cet effet-là. En effet, j'ai trouvé que c'était un peu, un peu terne. Voilà, on n'avait pas le sentiment que c'était la fête, quoi. Que ça a été très bien présenté, bien sûr. Hein, c'était propre. par Christian Prudhomme? Effectivement, ça manquait un peu de paillettes, quoi. Voilà, c'est dommage. En effet, c'est dommage. L'absence de plusieurs grands champions, c'est ennuyeux, en effet. Bon, c'est vrai que les coureurs sont pressés aussi de partir en vacances. D'autres font l'effort de repousser leurs vacances dès demain, on va dire, hein, pour mettre un point d'honneur et être présent. Bon, est-ce que les dirigeants des coureurs devraient pas obliger leurs coureurs à participer, à être présents à la présentation du Tour? Bah, écoutez, voilà, c'est dommage. Voilà, c'est dommage en effet qu'il manquait de coureurs emblématiques. Nicolas, qu'est-ce que tu en as pensé, toi? D'abord, tu es venu souvent à la présentation du Tour? Ouais, depuis tout petit. Depuis tout petit, j'y vais. Enfin, quasiment. J'en ai loupé durant ma période adolescente. Mais quand j'étais petit, j'y allais. Et là, depuis que je bosse pour ASO aussi, j'y vais ces 3-4 dernières années. Moi, je l'ai trouvé vraiment bien. L'une des meilleures de ces dernières années. Pourquoi? Alors justement, essaye d'argumenter un petit peu parce que tu es un peu en contradiction avec Claire et Eric. Moi, j'avoue que je penche plutôt de ton côté. Ah, Claire n'est pas d'accord. Non, mais j'ai jamais dit que c'était pas une bonne présentation. J'ai dit que c'était moins grandiloquent que les autres années. Voilà, c'est clair. Au niveau du après, au niveau de la forme, on en reparlera. Ça s'appelle du rétropédalage. Hein. Non, c'est faux. C'est juste que tu n'as pas compris mes premiers mots. C'est différent. D'accord. Je laisse les gens qui sont en notre compagnie apprécier. Complète peut-être, Nicolas. Pourquoi c'était pour toi réussi et plutôt assez prestigieux? C'est ça que tu veux dire? Assez quoi? Prestigieux, c'est peut-être un peu fort. Hein. Drôle. Moi, j'ai trouvé ça drôle. J'ai trouvé ça dynamique. J'ai trouvé ça que tout s'enchaînait vraiment bien. Et voilà. Et on s'est pas ennuyé. Généralement, c'est très protocolaire. C'était un petit peu toujours la même chose. Là, il y avait de l'humour. Il y avait enfin, tous les ingrédients étaient réunis pour, je trouve, passer un bon moment. C'était pas non plus très long. Voilà, les petites pastilles de Seb Piquet d'ailleurs, qui est la voix de Radio Course. Je les ai trouvées très très drôles, où il demandait aux coureurs de se mettre en scène, ou du moins d'imiter aussi leur hymne national, ouais. Et voilà, la vidéo aussi, je l'ai trouvée vraiment bien parce qu'ils ont adapté ça en fonction des nouvelles technologies, la caméra embarquée. Moi qui suis assez sensible à l'image, ça aussi j'ai pas mal apprécié. Je trouve qu'ils essaient d'apporter autre chose. Alors voilà, c'est pas parce que je bosse et j'ai bossé ces dernières années pour ASO que je dis ça, non. Ah, c'est vrai, j'avais oublié ça. En toute objectivité, je trouvais que c'était l'une des meilleures des dernières années. Tomber. Non, mais non, laisse tomber. T'es pas objectif. Non, mais c'est là où je voulais contredire Eric tout à l'heure, c'est que Eric parlait beaucoup de paillettes, etc. Je pense que du coup, c'était vraiment un revirement de situation. C'était comme si, Christian Prudhomme a notamment parlé de Twitter en expliquant vraiment que c'était quelque chose en très peu de signes, 140 caractères, etc. Il a vraiment mis l'accent sur toute cette essence-là, en fait, qui est du coup moins paillettes. C'est un côté qu'on reproche souvent au Tour de France, justement, d'être éloigné de l'essence du vélo. Donc peut-être que là, pour une fois, j'en sais rien, mais peut-être que là, du coup, c'était vraiment essayer de faire, même si c'est hyper important tout ce qui se passe autour du Tour, mais peut-être essayer de revenir un peu plus vers ça. Oui, tu as levé le doigt, Eric. Non, oui, il y a une chose qu'il faut prendre en compte aussi, et peut-être qu'on oublie, c'est-à-dire que moi j'ai vécu toute cette période où finalement le Tour de France, le parcours du Tour, on le découvrait réellement. C'était une véritable surprise. Toi, tu as lu ce qu'écrit tu as lu quelques années, depuis 3-4 ans, et le Tour, même si on ne veut pas le connaître l'itinéraire,
bah, finalement, quand on surfe sur Internet, hein, Twitter, Facebook et autres, bah, on tombe dessus. Alors évidemment, on jette un petit coup d'œil. Donc il y a plus cette découverte, il y a plus ce petit côté surprise. Moi, j'aime garder mon âme d'enfant. Et c'est pour ça que je ne veux pas connaître l'itinéraire du Tour de France avant. Je veux vraiment le vivre et être surpris au moment où il arrive. Donc, à cette époque, il y avait une émotion réelle quand le parcours apparaît. Là, quand le parcours apparaît, je sens que les gens sont moins dans l'émotion, sont moins dans le haut. Voilà, Eric, moi, je me souviens de c'était haut. Et voilà, parce que le tour, on la veille. Voilà. Alors, en plus, avec le téléphone. Eric, Nicolas, juste pour compléter, effectivement, les propos d'Eric sont corroborés ou Eric corrobore les propos d'Émilie, qui nous disait effectivement qu'elle se demande même si ce genre de présentation n'est pas amené à disparaître dans quelques années, vu le manque de suspense. Moi, personnellement, je ne crois pas, j'espère pouvoir dire pourquoi. C'est vrai qu'il y a moins d'engouement depuis qu'on connaît le parcours, nous dit Jean Jacot, je sais pas si c'est Quentin Jean Jacot, et Jérémy nous dit, ça c'est plutôt une boutade, ils étaient tous, ah non, c'est par rapport aux coureurs qui étaient absents, il nous dit, ils étaient tous au gala de l'UCI la semaine dernière, et ils ont dû prolonger leurs vacances là-bas. Le gala de l'UCI qui était à Abu Dhabi où a eu lieu cette course en même temps à peu près que Paris Tour. Et Hervé qui nous dit que cette présentation c'est du social, pas du sportif. Du social ou du marketing? J'ai l'impression que c'est plutôt ce que veut dire Hervé. Alors moi, juste un point de vue. Moi, j'ai trouvé que c'était bien. Franchement, j'en ai vu. Je veux même pas dire combien j'ai vu de présentations, mais en tout cas, j'ai connu les présentations lorsqu'elles étaient encore à Issy-les-Moulineaux et pas au Palais des Congrès. Donc déjà, vous voyez, ça situe. Et j'ai connu des présentations où on s'emmerdait, mais c'était une purge. C'était un long tunnel interminable. Jean-Marie Leblanc est un bon orateur, mais l'exercice était beaucoup trop long. Et là, comme l'a dit Nicolas, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui ont été faites pour rythmer tout ça. Moi, je me suis pas embêté une seconde. Et pour contredire, puisque j'arrive en fin de discussion sur ce sujet, pour contredire Eric, oui, et même Nicolas, et peut-être Claire pense la même chose, oui, c'est vrai, on connaît le parcours à l'avance, mais on connaît rien du parcours. C'est pas parce qu'on connaît la ville départ et la ville arrivée qu'on connaît le parcours. Et justement, tout l'intérêt, c'est peut-être plus un truc de spécialiste, mais tout l'intérêt du parcours, c'est de nous replonger dans la géographie. Moi, je m'en fous de savoir finalement si le Tour passe à Carcassonne, à Montpellier, etc. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir quel col il va monter. Il va à Limoges, ok, mais par où il va à Limoges? Bon, on démarre de la Manche, mais est-ce que ça va être tout plat le long de la côte? Et c'est là la vraie découverte. Et c'est là qu'on prend une belle leçon de géographie. Et Christian Prudhomme a rempli son rôle à merveille sur ça, parce qu'il a toujours des anecdotes à donner sur les études. Il dit parfaitement le parcours, évidemment, à l'avance. Et c'est clair qu'il avait largement accès là-dessus. Oui, c'est vrai que, mais regardez, mais ça, il manque quand même de surprises. C'est vrai qu'on connaît que les villes en général, départ, arrivée. Effectivement, Patrick, tu as raison, on connaît pas le parcours. Mais tout de même, le fait de connaître les villes nous donne une idée sur ce que sera le parcours, etc. Et la belle surprise, il y a encore des émotions. C'est vrai que quand Christian Prudhomme explique que l'étape qui arrivera à Culose, les coureurs devront franchir quasiment 2 fois le Grand Colombier, hein, ben voilà, ça c'est une découverte, on l'apprend à ce moment-là, donc là on est intéressé il y a une manque de suspense parce que déjà on connaît les villes de départ et arrivée. Alors heureusement effectivement on connaît pas le parcours, mais le jour où on connaîtra le parcours, effectivement ça sera triste. Alors, vous êtes quand même à peu près 21 en ce moment à nous regarder en direct. Il y a des replays qui sont prévus via les réseaux sociaux ensuite, quand on aura mis en ligne grâce à l'ami Alexandre Philippon qui fait ça très bien. J'invite d'ailleurs les gens qui nous regardent à ne pas hésiter à retweeter ce TV Lops auprès de leurs followers. Il y a Anelo Grande qui vient de nous rejoindre et qui a d'ailleurs retweeté. Anelo Grande est américain et il fait lui-même un blab donc aux États-Unis. C'est un vrai passionné, plutôt pratiquant. J'ai écouté ça l'autre soir, c'est un peu tard le soir, mais sachez que le vélo, on en parle un peu partout, avec chacun sa sensibilité, grâce à ce genre d'interface. On rentre dans le vif du sujet, si vous êtes d'accord. Maintenant, quand je dis le vif du sujet, c'est-à-dire le parcours,
du Tour. Alors, indépendamment du fait que l'on connaissait bien sûr la ville départ, la région qui accueille le départ, le Mont Saint-Michel qui va être en arrière-plan sur toutes les cartes postales évidemment de ce grand départ 2016. Si on vous donnait deux phrases pour résumer finalement les caractéristiques de ce Tour 2016, est-ce que les uns et les autres, vous seriez à l'aise pour le définir? Est-ce que quelqu'un veut intervenir? Est-ce que vous êtes d'accord pour dire qu'il y a un effort quand même des organisateurs pour essayer de renouveler le genre, renouveler l'exercice, réinventer le Tour de France, comme le dit l'énoncé de la question aujourd'hui? Moi, je pense qu'il y a un effort du Tour de France pour faire gagner le Tour de France à un Français. Par un En Français. 2007. Le Tour de France, pour moi, a été taillé pour Thibaut Pinot. Ah, pas n'importe lequel, alors en plus, un Français en particulier, selon toi. Ah bah oui, enfin, je trouve. Le contre-la-montre individuel en boss, quasiment. L'autre contre-la-montre qui est relativement vallonné, je crois. Qui est très vallonné. Hein. Qui est très vallonné. Ouais, Ouais. 2 chronos très durs, 50 km arrive- à peu près au total, et rien à voir avec ce qu'on a eu cette année où il n'y en avait pas, pratiquement. Et on est un petit Exactement. peu sur les bases d'il y a 2 ans. Sachant que Thibaut Pinot a fait un contre-la-montre magnifique en 2015 à Utrecht. Donc voilà. C'était mon sentiment quand j'ai vu ça. Je me suis tout de suite dit, ils l'ont tracé pour Thibaut. Alors, un Tour de France tracé pour Thibaut Pinot, ça c'est le résumé de Nicolas Lotte. Claire Bricogne, tu le résumerais comment sur Tour de France? Moi, je voudrais rebondir sur ce que Nicolas a dit par un petit truc. En plus, je salue Alexandre Mignot qui est avec nous et je suis passée sur leur site internet, c'est Cycling Pro. Je sais pas si tu m'autorises, Patrick, à le dire, non, mais mais je le non dis, seulement voilà. je t'autorise, mais c'est très bien de citer tes sources. Et justement, Christian Prudhomme parle de Thibaut Pinot et il a tout de suite dit sans faire de pronostic. Mais c'est très drôle du coup de voir que c'était le premier nom à sortir, parce qu'il parlait d'une étape qu'il avait remportée sur le Tour de l'Ain, qui était assez semblable à l'étape du Jura, je crois, de ce Tour. Donc, et tout de suite, il a vraiment dit sans faire de pronostic. Donc je pense que ça va être le jugement de beaucoup, le jugement de Nicolas. Eric. Oui, évidemment, Thibaut Pinot, ça lui plaît ce parcours. Mais croyez-moi, malheureusement, il plaît beaucoup à Chris Froome, il va probablement plaire à Quintana, il va plaire à Fabio Aru, il va plaire à Mikel Landa. Voilà, quoi, il va plaire à tous ces grimpeurs qui sont aussi forts, pour certains, jusqu'à aujourd'hui, parfois un peu plus forts que Thibaut Pinot. Donc, Il va pas plaire à Arnaud Démare. il va pas plaire à Démare, à Boigny, c'est sûr. Voilà, donc il va. Donc la force de Thibaut, je crois que ça sera l'an prochain. Bon, d'abord, effectivement, sa maturité, quoi. Ça y est, hein, voilà. Là maintenant, il est à maturité, il a confiance en lui, il a de l'expérience. J'espère que son équipe, les équipiers qu'il a autour de lui, seront à la hauteur de l'ambition qu'il aura de briller sur ce prochain Tour de France. Mais effectivement, il y a une belle carte à jouer là pour Thibaut. En effet, il y a vraiment une belle carte à jouer. Mais il sera pas, il est pas plus avantagé qu'un autre Thibaut. Il est sur un parcours comme celui-ci. Moi aussi, j'avais une question justement, Patrick. C'est moi qui pose une question cette fois. Ne te gêne pas. À qui tu la poses? Bah, tous les trois, même toi. Dans toutes les réactions que j'ai vues, j'ai pas eu l'impression qu'il y a un coureur qui était mécontent. Je suis tracée cette fois. Ouais, j'ai noté ça aussi. Ouais. Thibaut Pinot qui dit en gros que lui, ça lui plaît bien. Il relève que la moyenne montagne arrive dès le 5e jour. Il parle pas trop des chronos, mais il parle plus de la montagne, j'ai l'impression. Romain Bardet qui dit ça te donne envie d'attaquer tous les jours, je crois, une formule un peu comme ça. En tout cas, que lui, il a envie de cocher toutes les étapes. Et justement, est-ce qu'on voit pas préfigurer deux individus avec des ambitions bien différentes? C'est-à-dire, moi, je sais pas, c'est trop tôt, mais j'ai quand même l'impression que Romain Bardet se met pas dans la peau d'un coureur qui va jouer le classement général, mais plutôt d'un chasseur d'étapes, un peu comme on a catalogué, je sais pas, un Tony Galopin l'année dernière. Et puis, je vais te passer la parole, Claire. Et puis, en face, eh bien, un Thibaut Pinot qui, lui, a besoin de se démarquer justement aussi de Romain Bardet et qui s'est clairement toujours prononcé pour, en qualité
deux coureurs jouant le classement général et pas, même s'il avoue que gagner des étapes c'est très bien, notamment quand il l'a remporté l'année dernière sur l'Alpe d'Huez. Et est-ce que c'est ça en fait finalement? Est-ce que Claire, tu voulais intervenir? Oui, parce que quand Romain Bardet a parlé des étapes, il a dit quand on joue le général, on se doit de cocher toutes les étapes. Ah, c'était pour ça. J'ai pas lu la réaction en entier. Alors. Voilà. Non, mais t'as bien fait de me corriger. Est-ce que finalement ce Tour de France, c'est pas aussi pour le public français, pour donner envie au public français de se passionner à nouveau pour le classement général en laissant l'illusion que les coureurs français peuvent y briller? Oui, je pense que le public français a retrouvé les coureurs français il y a 2 ans, effectivement, et même avant avec Thomas Voeckler déjà, hein, on sentait bien un engouement important. C'est vrai que on aimerait offrir au public français un vainqueur français. Hein, ça fait des années que on en rêve. Ça va peut-être venir un jour, j'espère, rapidement. Là, les Français sont récompensés sur l'ensemble de l'itinéraire parce que on en a pour tous les goûts. Les sprinters sont récompensés. Il y a quand même 7 probabilités d'arriver au sprint, voire 8. Ensuite, on a des bons grimpeurs. Je rajouterais des Pierre Roland. On a Alaphilippe, hein, il va bien faire le tour probablement l'an prochain. Même Tony Galopin, il peut tout à fait gagner 1 voire 2 étapes sur ce Tour de France. Vuillermoz, enfin, on en a vraiment, j'en oublie. Hein. Donc tous les jours, il y aura un intérêt pour de nombreux Français de tenter d'aller gagner l'étape. Et puis évidemment, tous les jours pour Thibaut Pinot, la possibilité d'évoluer avec les tout meilleurs. Mais Pinot, il a intérêt, je crois, évidemment, à jouer le général parce que il peut rentrer dans les 4 premiers, 3 premiers parce que c'est le podium, donc il peut le faire. Et là, ça vaut le coup. Maintenant, Romain Bardet, effectivement, s'il veut jouer le général, mais pour faire 6-7e, ce qui serait une énorme performance, bien entendu, il l'a déjà fait. Mais finalement, peut-être qu'il vaut mieux faire 12-13e et gagner une étape. Il a connu le bonheur de lever les bras sur une étape du Tour de France cette année. Je pense que quand on l'a connu une fois, croyez-moi, on a envie d'y regoûter un petit peu. Alors, un petit regard quand même sur ce qu'on nous écrit. Parmi les gens qui sont présents, notre compagnie, le premier chrono, et tout à l'heure on revient sur les chronos, Quentin nous disait que le premier chrono est peut-être un peu trop long pour Thibaut Pinot et surtout pour Romain Bardet. Ça reste à démontrer, ça. Mais de même que je suis pas sûr que Thibaut Pinot soit nécessairement ait besoin d'un parcours extrêmement vallonné pour briller. Je suis peut-être pas très objectif. En même temps, vous imaginez un grimpeur français, nous dit Hervé, dire que le tracé est pourri. Non, bien sûr, mais il n'y a pas que des grimpeurs français. Enfin, les Français ne sont pas que grimpeurs, même s'il n'y a pas beaucoup de spécialistes du contre-la-montre. Pour avoir parlé avec Vincent Lavenu, nous dit Alexandre Mignot, après la présentation, il a lui-même admis que Romain Bardet avait encore un peu de mal à prendre pleinement conscience qu'il pouvait être un leader pour le classement général, mais son statut et ses perfs doivent lui permettre de pouvoir prétendre à le faire, dit-il. Ouais, c'est ça, c'est vraiment le sentiment que l'on a. Et Jérémy nous demande, mais quand est-ce que Pinot et Bardet vont enfin se décider à aller découvrir le Giro, une course chère au cœur d'Éric Boyer? C'est pas le sujet, Jérémy. Non. Aujourd'hui, on parle pas du Giro, on parle du Tour de France. Non, mais pourquoi la réponse en tout cas elle est Tour de France, parce qu'aujourd'hui, on voit plus un seul coureur capable de briller sur le Tour d'Italie. Et ensuite, un mois et demi plus tard, briller sur le Tour de France, non? Voilà. Mais il a pas si tort que ça. J'ai pas dit qu'il avait tort. J'ai dit que c'était pas le sujet. Non. Bah justement, parce que le Tour de France essaie de se réinventer. Et ce qui s'inspire aussi un petit peu de ce qui se fait en Italie. Oui, mais t'as ce sentiment-là? Oui, non, mais t'as raison. Il faut aller courir en Italie. C'est un cyclisme avec beaucoup de rythme. On apprend beaucoup, effectivement, on prend beaucoup d'expérience quand on court en Italie, les grandes épreuves, c'est vrai, c'est juste. Malheureusement, quand on est jeune, comme ils le sont encore, moins de 25 ans, ou à tout juste 25 ans, 26 ans l'année prochaine, lorsqu'on a des ambitions pour le Tour je veux dire, ils se sentent portés par le public, les journalistes. Ils savent qu'on attend beaucoup d'eux sur le Tour de France.
eh bien, prendre le risque d'aller s'épuiser sur le Tour d'Italie et ne pas être performant sur le Tour de France, bah, croyez-moi, c'est un risque et pour le moment qu'ils ne veulent pas prendre, tout simplement. Ouais. Et je pense que leur entourage ne les encourage pas non plus à prendre ce risque. Mais quand tu t'appelles Pinot Bardet, tu peux pas aller au Tour d'Italie en disant je vais sur le Tour d'Italie pour préparer le Tour. Tu es obligé d'aller sur le Tour d'Italie prêt à aller gagner une étape, prêt à aller faire une place au classement général. Ce que je voulais juste dire, c'est par rapport à la comparaison avec le Giro, oui, la question était un petit peu hors sujet, mais je pense que pour revenir à la question initiale, le Tour de France peut-il encore se réinventer? Je pense que les organisateurs du Tour ont pris conscience que le vélo, il y avait maintenant une grosse part de vélo spectacle, aux grandes dames de Arnaud Démare, par exemple, qui l'a dit. Ouais. Peut-être ces étapes de plaine où il se passe moins de choses, mais où elles sont moins dangereuses pour certains. Enfin bref, je pense qu'il s'en inspire quand même. Alors, on va remercier Eric d'avoir été en notre compagnie. Eric s'en va, vous restez. Peut-être que quelqu'un peut prendre la place. Eric, tu es d'accord? On peut prendre ta place? Elle est chaude, allez-y, profitez-en. Retrouvez-moi à 19h sur l'équipe 21. Hein. Bon, on arrêtera à l'heure avant, effectivement. Bravo, bien joué la promo. Merci Eric. Restez avec nous et avec Claire et avec bien sûr Nicolas Lotte qui nous a rejoint aujourd'hui. Nicolas, il y avait un grand absent aujourd'hui. C'était Daniel Manjas, j'ai quand même l'impression. Il nous a manqué un petit peu. Avant, il faut savoir que cette présentation s'était faite par Daniel Manjas. Dis donc, toi, tu m'as pas vu au premier rang, hein, petit con. Jamais il m'a dit ça, Daniel Manjas. Ah bon? Petit con, c'est une marque d'attachement pour lui. Ah bah c'est peut-être pour ça, alors. Daniel, si tu nous écoutes. Non, mais je crois qu'on a vu un très beau parcours du Tour de France. Et il est vrai que lorsqu'on regarde un petit peu le parcours, on s'aperçoit qu'on sera à Granville, là où, j'ai résidé pendant de nombreux mois et où je vais encore en vacances. Et il est vrai que lorsqu'on regarde un petit peu le parcours du Tour de France, ça me fait penser à cette phrase d'Antoine Blondin qui disait que le Tour de France, c'est un petit peu le 14 juillet tous les jours. Et la capitale de la France, ça ne sera pas Paris, mais ce sera Granville. Et le Mont Ventoux le 14 juillet. Bravo. Et le Mont Bon, effectivement. En ce qui concerne la montagne, on n'en a pratiquement pas parlé. Bon, si quelqu'un veut venir nous rejoindre, c'est simple. Il y a une case de libre, il y a un siège libre, celui laissé par Eric. Je salue d'ailleurs tous ceux qui nous ont rejoints. Je vois que Alexandre Porcheron, le stagiaire FDJ bien connu avec ses vidéos, nous a rejoint. Hervé, qui est un habitué. Alexandre Mignot, tiens, qu'on n'a jamais vu. Alexandre, viens nous rejoindre si tu veux. Thomas également. Enfin voilà, Émilie, pourquoi pas une deuxième femme. Il n'y avait pas beaucoup de femmes dans cette présentation ce matin, même si on a montré, bien sûr, l'épreuve des Champs-Élysées qui a lieu maintenant, qui devient maintenant un rituel, qui a été applaudi. Par une femme. Voilà. Bon, Alexandre qui nous dit qu'il bosse, personne ne te croira, Alexandre, évidemment, parce qu'on peut pas travailler et également écouter des propos aussi complexes que ceux que nous tenons ici. Donc voilà, vous êtes invité. Le premier qui réclame le siège, eh bien, il l'obtiendra. On est comme ça chez TVLops. L'étape de montagne qui vous paraît la plus sélective ou celle en tout cas qui s'annonce la plus spectaculaire ou celle qui vous a le plus surpris? Claire. Nicolas, je t'en prie. Nicolas. Moi, comme ça, l'étape très courte des Pyrénées. Avec le col d'Aspin dans le final. Borne. Ouais, c'est ça. Génial. Celle-là, il va y avoir du sport. T'es un salaud parce que je te l'ai soufflé tout à l'heure, celle-là. De quoi? Tout à l'heure, on en a parlé, on a déjeuné ensemble. Faut tout raconter. J'en ai parlé avec Fred Adam tout à l'heure. D'accord. Bon. Celle-là, il va y avoir du sport et puis celle du Grand Colombier aussi parce que c'est un col. C'est vraiment un très très joli col. Le Grand Colombier, c'est quoi? C'est le totem du Tour de l'Ain. Il faut le rappeler. Mais le Tour de France a dû y aller une seule fois. Il y a pas très longtemps d'ailleurs. Il y a 3 ans, il me semble. Mais c'est pas un col familier du Tour de France. Et en plus, on le monte 2 fois. Donc c'est vraiment. Pourquoi il te plaît le Grand Colombier d'une manière? Là, je parle plutôt à l'ancien coureur. Peut-être tu as eu l'occasion de le monter, je sais pas, mais les gens qui ne connaissent pas le Grand Colombier, tu le décrirais comment? Eh ben parce que moi j'ai vécu mon adolescence dans le Var et dans le Var
Ouais, mais il y a une bosse qui s'appelle le Mont Faron. Ah, Et ça me ça y est, j'ai compris. fait un peu penser au Mont Faron. D'accord. La route est assez accidentée, c'est assez étroit, et voilà, je trouve que c'est vraiment une bosse, une très jolie bosse, voilà, qui me fait penser au Mont Faron dans sa En plus long, dans en sa plus long. topographie. En Comment plus long quand même. En plus long. C'est Ouais. plus long que le Mont Faron, le Grand Colombier. J'ai pas les chiffres sous les yeux, mais Ouais, ça doit être un un peu plus long, hein, nettement même, je pense. Mm. Claire, tu as eu le temps de réviser, de Non, regarder le parcours? Non, ce que j'apprécie beaucoup, moi, c'est qu'il y a pas mal de cols qu'on n'a encore pas vus sur le tour, justement. Et c'est ça qui va être intéressant de voir, quoi. Enfin, c'est exactement dans le thème de TVLops. Ouais. Mais voilà, c'est vraiment ça qui va être sympa. Et d'autant que, du coup, là, il va y avoir un vrai travail de reconnaissance, quoi. Quentin, si tu veux venir nous rejoindre, puisque je vois qu'il nous écrit qu'il veut bien venir, il suffit de cliquer sur la fenêtre restante et puis j'accepte ça. Il faut avoir Google Chrome ou Mozilla comme navigateur, je le précise. Désolé de faire cette aparté technique, mais c'est nécessaire. Et toi, Patrick? L'étape de montagne il y en a beaucoup en fait. Moi, j'ai bien aimé deux choses dans les étapes de montagne. Alors moi, j'ai mes anti-sèches aussi. Hein. Claire ne rigole pas. Donc moi, j'ai bien aimé l'enchaînement que les organisateurs du Tour, Christian Prudhomme, mais tout le monde, hein, Le Marchand, Gouvenou, Bourri, etc. Tous ceux qui travaillent avec lui ont été dénichés. La Forclaz, le vrai, hein, parce qu'il y en a plusieurs, mais quand je dis le vrai, le plus connu, le col de la Forclaz, avec une courte descente et derrière la montée vers Finot et Mosson, que je ne connais pas. Et ça rejoint un petit peu le préambule que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que le Tour se réinvente pour moi, c'est mon point de vue, en nous faisant découvrir de la géographie, une géographie qu'on ne connaît pas, même si on a 20, 30, 10, 5 ou 80 tours à son actif. Et ça, c'est assez réjouissant et assez enthousiasmant. Et je pense que même les coureurs y sont sensibles. Quentin, bonjour. Merci de nous rejoindre. Bienvenue. Bonjour à tous. Merci. Hello. Je sais pas si vous m'entendez. On t'entend parfaitement bien. Bon, il y a juste Nicolas qui fait la gueule, qui t'a pas dit bonjour, mais sinon. Oui, salut Quentin. Bonjour. Est-ce que tu as pu vivre à la télévision ou sur Internet ou sur le petit périscope que j'ai réalisé pendant le live? Moi aussi, je me transforme en pirate. Oui, j'ai Est-ce suivi que tu as pu suivre la présentation? Oui, tout à fait. Sur Dailymotion, j'ai vu ça. Ouais. Sur Internet, j'ai suivi quasiment, hein, sauf la fin, le parcours, enfin la présentation. Alors, je rebondis sur ce que vous avez dit au début. C'est vrai que c'est un peu embêtant qu'on connaît déjà le parcours en avance. C'est Eric qui disait ça, mais c'est vrai qu'on n'est pas obligé d'aller sur Internet regarder le parcours en avance. Exactement. C'est vrai. Exactement. Mais moi-même, j'avais quasiment sur le site, si on peut le citer, je sais pas, c'est VeloWay. On peut tout citer. VeloWire de Thomas Verkouen. Et c'est vrai que on savait déjà quasiment tout le parcours, enfin dans les grandes lignes, mais comme vous disiez tout à l'heure, on connaît juste les noms de villes départ et d'arrivée, mais le parcours en lui-même n'est pas dévoilé. Et la preuve, j'ai trouvé qu'il y a beaucoup d'étapes de montagne, contrairement aux années précédentes, j'ai l'impression avec un enchaînement de cols assez important. J'avais l'impression souvent que l'étape de montagne dans les années 2000, disons, se définissait par, disons, 150 km de plaine, si je puis dire, et après une montée sèche. Que là, j'ai l'impression que beaucoup d'étapes, on retrouve 3-4 cols, un enchaînement de cols. T'as parfaitement raison. Moi, j'ai l'impression, une première impression. J'ai le sentiment, effectivement. D'abord, il y a moins d'arrivées en altitude que l'année dernière. Je crois qu'il y en a une en moins. Mais il y a eu des années, il y a eu plusieurs périodes. C'est toujours comme ça que ça marche. Il y a des espèces comment dire, l'air du temps fait que, à un moment, on a eu une époque où on avait des enfilades de cols, les grands cols, hein, alors c'est Peilleresourde, Aspin, Tourmalet, Olisque, etc., le Galibier, la Croix de Fer, enfin bon bref. Et puis, après, on s'est rendu compte que les arrivées en côte, c'était formidable. L'école, donc il y a eu, comme tu le disais, il y a eu par exemple ce Tour de France la veille de l'arrivée disputé au sommet du Tourmalet ou au sommet du Galibier. Avant,
on oublie même ce qu'il y avait avant parce que finalement, il ne s'était pas passé forcément grand-chose auparavant. Donc, on a eu cette logique des courses de côte, si populaire d'ailleurs en Espagne, sur le Tour d'Espagne. Et puis plus récemment, Quentin, c'est vrai, j'ai l'impression que les organisateurs du Tour, un peu à l'encontre des idées reçues, parce que quand on parle avec les coureurs des années 90-2000, je pense à des coureurs comme Jackie Durand, comme Christophe Moreau, comme les consultants que l'on a, ou Richard Virenque ou Laurent Jalabert, ils ont tendance, eux, à croire qu'une course est forcément compacte vu les enjeux, et donc va se déterminer plutôt dans la fin d'étape, voire même dans la fin du dernier col. Et c'est assez étonnant, c'est assez paradoxal de voir que les organisateurs du Tour vont complètement à l'encontre de cette tendance qui est réelle, hein, pour essayer de casser un petit peu ce stéréotype. Claire, tu as noté, toi, bon, vous êtes jeunes les uns et les autres, alors peut-être que vous n'avez pas ce regard panoramique sur les années précédentes, mais est-ce que tu as l'impression que les organisateurs, Claire, cherchent justement à ce que la course, le spectacle télévisuel aussi, ne se résume pas finalement à la dernière heure? Ouais, je suis entièrement d'accord avec Quentin sur ça. C'est vrai qu'il y a beaucoup moins d'arrivées, enfin il y a moins d'arrivées au sommet, plus de cols. Il y a une statistique qui est intéressante là. 28 ascensions hein, cette année, enfin en 2016 pour le Tour. 28 cols. Ouais, oui 28 cols. Il y en avait 28 aussi en 2013, mais il y en avait moins en 2014 et 2015. Donc ça montre bien aussi qu'il y a toujours cet aspect, ce renouvellement et c'est pas parce qu'il n'y a pas autant ou plus d'arrivées au sommet que le Tour est moins difficile. Et ça, c'est pas forcément facile à faire comprendre, quoi. Nicolas Lotte, comment tu crois qu'il aurait résumé son Tour de France, Christian Prudhomme? Patrick, je suis le patron du Tour de France. Donc forcément, j'essaie à chaque fois de les réinventer. Un exemple, nous allons partir de la Manche. La Manche, territoire de cyclisme. Avec tous ces manchots, on va vivre une expérience incroyable. Autre exemple, le Tour de France partira d'Allemagne. Forcément, d'ici quelques années, il partira d'Allemagne. Mais le projet de toute l'équipe ASO, de toute l'équipe de Marie Sport, c'est de faire partir le Tour de France de la Lune. Non mais en plus, moi je peux vous dire que Nicolas il le tient vraiment bien, Christian Prudhomme, mais c'est pas le Christian que les gens entendent à la présentation. C'est le Christian intimiste, le Christian Prudhomme qui vient faire un peu sa confidence à l'oreille du nouveau speaker du Tour de France. Nicolas, merci beaucoup. Quentin, merci également de nous avoir rejoints. Il faut conclure. Quentin va prendre la place définitive d'Éric, nous demande le stagiaire FDJ. Écoute, en tout cas, on dira ça à Éric, ça lui fera plaisir. Merci Quentin d'avoir pris la place d'Éric, ne serait-ce que pour quelques minutes. Tu reviendras? Oui, je reviendrai. Alors, je vais te vous voyer, pardon. Vous reviendrez, Quentin. Vous êtes le bienvenu. Merci. Merci à Claire d'avoir signé un retour spectaculaire également sur TVLops. Vous êtes tous les bienvenus. Quand je dis tous, c'est évidemment même ceux que l'on n'a pas vus, mais qui se sont exprimés. Tout ça sera en replay sur la page Facebook de Velops, sur les réseaux sociaux, sur la chaîne YouTube. Enfin, mais on voudrait que les gens qui aiment le vélo se l'approprient. C'est-à-dire que je m'en fiche, moi, que ce soit sur Velops. Ce que je souhaite, c'est que ça soit source de débat et d'envie et d'enthousiasme, parce que finalement, si on doit conclure et donner une réponse, j'ai envie de donner de donner l'envie, mais surtout de donner raison aux organisateurs qui ont pris quelques risques en partant non pas uniquement sur des contrées connues, reconnues, archi-connues du Tour de France, mais en allant nous faire découvrir des coins que l'on ne connaît pas encore, y compris par ceux qui ont plusieurs tours à leur actif. On va découvrir ça, on aura l'occasion d'en reparler. Merci Claire, à bientôt. À bientôt Patrick. Et je rebondis sur ce que tu as dit, c'est exactement la chance du cyclisme, t'as pris comme ça. Et ben voilà. Et on n'a pas fait de promo, mais je tiens à vous dire une chose, parce qu'il m'a pas demandé de le faire. Nicolas Lotte, il a réalisé un documentaire, Nicolas, en 4 secondes et demie. Non, je plaisante. Ce documentaire sur Paris-Roubaix, quand et où et comment? Paris-Roubaix Espoir, ça se passe à Bois-Colombes. Le documentaire s'appelle Rêve d'enfer, Bois-Colombes, samedi soir, 24 octobre, donc à 20h. En préambule, il y aura la soirée direct vélo avec la remise des prix
de super surprises. Il y aura François Lamiraud, il y aura Guillaume Martin, et puis il y aura le documentaire, donc Rêve d'enfer, un nouveau documentaire La Bordure réalisé par Laurent Galinon, Pierre Carré et moi-même. Et c'est le portrait, j'en ai encore pour 10 secondes, de 4 coureurs. Tao Geoghegan Hart, qui est le futur, je pense, Wiggins, très attachant. Dylan Kowalski, le gars du Nord. Jérémy Defaille, le grimpeur qui n'a pas du tout l'habitude des pavés. Et pour terminer, le 4e, Nathan Van Hooydonk, le neveu d'Edwig, qui a gagné 2 Tours des Flandres et qui est lui le coureur favori, qui évolue dans l'équipe BMC Développement. Venez nombreux, 4,50 € seulement, Bois-Colombes, 20h. C'est où à Bois-Colombes? Cinéma Jean Renoir. Cinéma Jean Renoir. Eh ben très bien. Je pourrais pas y être personnellement, je regrette. Tu m'as promis de faire d'autres projections et en tout cas pour tous ceux qui peuvent aller le voir, n'hésitez pas. Claire, tu sais ce que tu as à faire désormais. Quentin aussi. Quentin, tu es parisien? Non, pas trop. Je suis d'Arras, moi. Donc, Faut venir découvrir Bois-Colombes, c'est magnifique. C'est des contrées méconnues de la région parisienne. Allez, à bientôt à tous. Merci beaucoup pour votre fidélité. Merci. Bonne soirée. Salut. Salut. au revoir.